l'horaire fatidique des 11h30 pour ne pas empiéter sur le temps de parole et d'échange. Donc, je suis Olivier de Charsonville, directeur culture au département, et je suis chargé par le président du département, Philippe Gouet, et la vice-présidente à la culture, Tania André, qui n'ont pas pu être avec nous ce matin, de vous remercier pour votre présence. Et puis, je remercie également, évidemment, les intervenants de ce matin, particulièrement Madame Morisseau-Chastagnier, qu'on connaît bien, puisque nous avons un partenariat depuis à peu près une dizaine d'années avec le CPAD, avec qui nous organisons chaque année une exposition thématique et présentée sur base des archives de l'ECPAD. Donc, merci vraiment beaucoup, Madame, et puis merci aux intervenantes également qui vous entourent. Et donc, je vous laisse la parole. Nous commençons jusqu'à 13h. Merci beaucoup. Un grand merci, Monsieur de Charsonville. Donc, bonjour à toutes et à tous. En préambule, voilà, je souhaiterais adresser des remerciements, donc bien évidemment à notre partenaire. Depuis une décennie, donc le conseil départemental de Loir-et-Cher, son président et toutes ses équipes qui sont bien sûr à la manœuvre pour nous accompagner pour cette proposition. Les rendez-vous de l'histoire de Blois, bien évidemment, dans lequel s'insère cette exposition et plus particulièrement le propos de la table ronde qui nous réunit ce matin. Je remercie également la direction de l'ECPAD qui a permis de faire ce pas de côté, et vous verrez en quoi c'est un pas de côté par rapport aux présentations que peut-être le public de Blois a plus l'habitude de découvrir du point de vue de la nature des archives qui sont conservées au Fort d'Ivry. Et je remercie aussi vivement nos deux intervenantes que je vais vous présenter. Donc Madame Véronique Figini-Véron, historienne de la photographie et maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure Louis Lumière, qui a mené de nombreux travaux de recherche, particulièrement centrés sur l'état et la photographie, sans exclusive, du domaine des médias à celui des arts visuels. Parmi ses nombreux travaux, elle est notamment l'autrice d'une thèse intitulée « L'état et le patrimoine photographique au XXe siècle ». Merci beaucoup, Véronique. À mes côtés, je remercie également Gwenaëlle Rault, qui est sociologue du travail, professeur des universités à Sciences Po et qui est également l'autrice d'une thèse sur le travail dans les usines Renault. Ses recherches portent également sur la sociologie visuelle et l'histoire de la sociologie du travail, notamment sur l'histoire des grandes enquêtes collectives de sociologie industrielle d'après-guerre. Elle est notamment autrice d'un ouvrage consacré à l'envers du décor au cinéma, Planter le décor, une sociologie des tournages, paru en 2019. Et cette année, en collaboration avec François Vatin, elle a dirigé la publication des actes du colloque de Cerisy, l'esthétique des 30 glorieuses de la reconstruction à la croissance industrielle. Donc, merci Gwenaëlle. Me voilà très bien entourée pour partir avec vous dans une aventure qui est celle de la découverte d'un fonds passionnant, qui est le fonds de la documentation française, dans une présentation, dans une valorisation qui est inédite, puisqu'en fait c'est un dépôt qui a eu lieu en 2005 à l'établissement de communication et de production d'usage de la Défense, qui a plutôt de facto des archives consacrées aux faits militaires. Cette table ronde, donc, qui s'inscrit en lien avec l'exposition « Les Français au travail 1945-1980, archives photographiques de la documentation française » est présentée dans le cloître, va revenir sur les modalités de la production de ces images et l'analyse de ces images en 3 temps. Donc, je vais rappeler d'abord l'historique de conservation de ce fonds. Ensuite, Véronique va revenir sur la présentation du contexte de production de ces images, d'où viennent-elles, leur usage, leur diffusion, et répondre, ou en tout cas tenter de répondre à cette question, une image est-elle neutre ? Avec Gwenaëlle, on va aussi aller du côté de la sociologie et poser la question de l'image comme objet d'étude et le rapport que peut entretenir ces représentations du travail entre objectivité et subjectivité du travail dans son contexte, avec une ouverture sur les permanences des motifs dans le travail, dans les représentations que nous avons aujourd'hui. Enfin, le statut de ces images sera abordé dans une gradation des intentions entre documents, œuvres documentaires et œuvres qui, ensemble, participent à la construction d'une esthétique des 30 glorieuses, même si ce terme est assez analysé et parfois décrié, mais il est un marqueur, et qui témoignent ensemble d'une ambition artistique d'État.
Donc très succinctement, donc, ce fonds de la documentation française, du point de vue de l'historique de la conservation, il est arrivé donc, en 2005 à l'établissement de communication et de production audiovisuelle, donc l'héritier des services cinéma et photographique des armées créés pendant la Première Guerre mondiale, tout simplement parce qu'en 2004, la photothèque de la documentation française a arrêté ses activités. Et pour des raisons liées à la fois d'archives et de compétences, il a été souhaité qu'elle soit donc confiée en dépôt à l'ECPAD, d'une part parce qu'en fait il y avait une complémentarité forte de certains pans de la collection, notamment le fonds historique de la Seconde Guerre mondiale avec les propres fonds organiques de l'ECPAD, donc ce qui représente environ 20 000 clichés, et également le fonds Afrique noire francophone de 8000 clichés qui lui est rentré en résonance avec toutes les problématiques des images produites dans le contexte colonial et les questions liées à la décolonisation qui sont aussi en lien avec les fonds de l'établissement. Alors en archive, il y a un principe qui est de conserver l'intégrité des fonds et c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres ensembles exogènes, si je puis dire, du point de vue thématique aux faits militaires ou aux grandes périodes des conflits mondiaux, mais qui du coup sont également conservés, dont l'un d'entre eux est notre terrain de jeu, si je puis dire, qui est le fonds Images de France, à lui seul 40 000 clichés. Donc ces chiffres, 77 000 phototypes au total, semblent colossales, mais il faut juste rappeler que pour l'établissement de communication et de production visuelle de la Défense, c'est une goutte d'eau puisque nous conservons actuellement 14 millions d'images et plus de 94 000 heures de films. Alors, je vais revenir brièvement sur le contexte de la préparation de cette exposition. Donc, vous le savez, chaque année, le thème des rendez-vous de l'histoire de Blois est un thème choisi par le comité scientifique. Et donc, le thème du travail a été une réflexion menée en interne à l'ECPAD. C'était l'occasion de revisiter le classement de la documentation française, puisque Véronique reviendra sur son contexte. Mais quand on approche ce fonds, on approche une classification, une taxonomie thématique dont vous avez un extrait derrière vous avec équipement agricole, l'homme au travail, la femme au travail, sortie d'usine, etc. Donc le travail en tant que sujet a été déjà une entrée pour pouvoir sélectionner ces photos. Ensuite, il faut imaginer plusieurs milliers de pochettes qui concentrent en elles entre 10 et une centaine de tirages réunis sous ces thèmes et dont les informations sont à la fois sur le recto, donc l'information visuelle de l'image, mais aussi sur le verso, avec déjà une intention très importante sur la provenance, sur l'auteur, sur la classification, sur le recadrage, qui sont autant de pistes sur lesquelles Véronique reviendra dans son propos. Il nous a semblé important dans cette exposition d'être à la fois dans une entrée qui était une sélection à la fois chronologique, donc des années 45 aux années 80, qui sont là pour ensemble montrer à la fois la diversité des sujets du travail, et donc l'exposition le montre, qui alterne entre les vues d'usine, la vie agricole, les chaînes de montage, mais aussi la vie du travail, c'est-à-dire son cycle circadien, avec notamment les TRA-8, le travail la nuit, la diversification des activités, avec le travail masculin, l'effort, mais aussi dans les 30 Glorieuses, le développement du secteur tertiaire et la place du travail des femmes, et aussi la diversité des points de vue, puisque en fait, tout cet échantillon des 50 photographies présentées dans le cadre de l'exposition révèle une multiplicité de regards, de signatures, de points de vue qui engagent leurs auteurs. Alors, le terme d'engagement est un terme très important. Et dans ce parcours d'exposition, il se caractérise en 3 niveaux, c'est-à-dire que les photographes sont engagés à une époque où la communication d'État, mais au sein des entreprises, va vraiment se développer, et l'armée va aussi penser sa communication à cette époque. Donc ça, c'est un facteur très très important. Et donc pour communiquer, il faut montrer. Et pour montrer, il faut voir. Et pour voir, il faut faire des images, des reportages photographiques. Donc bien évidemment, il y a une commande passée à ces auteurs, une commande passée à des auteurs qui travaillent aussi pour l'héritier du service, enfin de l'ECPAD, qui est le service cinématographique des armées, avec cette première illustration qui est le lancement du paquebot France, qui montre que finalement nos structures héritières
participent à cette production de documents photographiques d'État qui sont eux-mêmes collectés par la documentation française. Donc, des photographes engagés dans leur production au sein soit des institutions publiques, soit des entreprises, des photographes engagés dans le milieu social dans lequel ils évoluent. La plupart des photographes, Willy Ronis, Robert Doisneau, sont assez proches du milieu ouvrier. Certains d'entre eux, comme Jean Potier ou Jacques Wienberger, vont avoir vraiment une démarche... Alors, Gwenaëlle le redira, mais presque aussi sociologiques. Ils vont documenter sur un temps long l'évolution, par exemple, des habitats précaires, du travail émigré. Et il y a un autre engagement très important, c'est-à-dire qu'à un moment, et là Véronique Figini reviendra, où la photographie va entrer dans le champ d'une reconnaissance institutionnelle, comme médium qui va être légitimé sur le plan artistique. On va avoir des photographes qui vont s'engager sur le champ esthétique, sur la création des images, et qui vont ensemble interpréter ce terme du travail. Donc en fait, plutôt qu'une histoire en images, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est cette somme finalement de propositions visuelles, d'interprétation du thème, qui ensemble font source, qui ensemble font peut-être preuve de ces 30 glorieuses, et en tout cas qui ensemble vont aussi œuvrent et participent à la création d'un corpus d'imagerie nationale, et du point de vue de l'histoire de la photographie, sont une page importante de l'histoire de la photographie française. Voilà, donc je vous remercie pour cette attention, pour cette longue introduction, et je vais tout de suite passer la parole à Véronique Figini pour qu'elle nous plante le décor d'une certaine façon sur pourquoi ces images, d'où viennent ces images, et à quoi ont servi ces images. Je te remercie, Véronique. Oui, merci Lucie. Et, effectivement, comme tout historien, nous commençons par un travail de contextualisation. Ce qu'il faut retenir de la documentation française et donc de son fond photographique, c'est finalement que c'est d'abord une création de guerre. Cette création de guerre, ce n'est pas moi qui le déclare, c'est Jean-Louis Crémieux-Briac, qui a été un des directeurs finalement de la documentation française de 1969 à 1982. La documentation française, c'est une équipe, c'est une équipe d'anciens résistants. Vous avez à l'écran donc effectivement assis Marcel Coq, qui était chargé d'organiser l'information à Alger. Vous avez debout derrière lui Jean-Louis Crémieux-Briac, qui était chargé d'organiser l'information à Londres auprès du général de Gaulle. Et vous avez assise à côté, à droite de l'image, Madame Jacqueline Echarge. À l'époque, elle s'appelait Madame Mademoiselle Meyerovitch. Finalement, cette documentation française va créer non seulement va collecter des travaux écrits, mais également des travaux iconographiques. Et les travaux iconographiques, la photothèque sera avant tout une affaire de femmes. Alors, ce qui est assez intéressant pour nous historiens, c'est la dénomination. La documentation française est mise en place pas de manière immédiate, mais progressivement. Et vous le voyez, on utilise en 1944 encore le terme d'information, et finalement, dès 1945, on utilise le terme de documentation, ce qui me fait dire que finalement, la question de la documentation, est-ce que ce ne serait pas un nouveau vocable de l'information et quelque part en dérivé de la propagande? C'est une question ouverte sur laquelle on pourra débattre si vous le souhaitez au moment des questions-réponses. Alors, la documentation française, effectivement, sa définition première, c'est un centre national de documentation politique, administrative, économique et sociale. Et l'ordre importe. L'objectif, donc, de rassembler cette documentation générale sur les principaux problèmes d'actualité. À l'époque, on utilise ce terme « problème ». On utilise, on reconnaît qu'il y a des problèmes et on les traite, donc concernant la France et l'étranger. Et cette documentation qui va être collectée va servir
en premier lieu à reconstruire finalement ce gouvernement, à reconstruire donc cet embryon de pouvoir public, et la documentation va servir donc comme aide à la prise de décision de cette, à la fois administrative et politique, c'est-à-dire c'est pour éclairer. La documentation éclaire la décision des pouvoirs publics. Et par la suite, ça s'est fait dans un deuxième temps, il y a eu un travail de la documentation française qui était rattaché à la présidence du Conseil et au Premier ministre sous la Ve République. Ce qui est intéressant dans cette documentation française, vous voyez, qui est placée au plus haut niveau de l'État, c'est qu'elle a travaillé à partir de 1950, des années 1950, avec l'éducation nationale. Et finalement, la production que vous voyez au mur et également ce fonds photographique, c'est aussi un fonds qui a été constitué de pair, avec des soucis pédagogiques, avec l'éducation nationale, également avec le CNRS, également avec l'INSEE et d'autres établissements de prévision politique. Il y avait vraiment une collaboration administrative extrêmement forte dans cette période. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que cette documentation française, c'est avant tout aussi un éditeur public. Comment diffuser la communication à l'époque ? C'est sous la forme papier. N'oublions pas que la photographie au XXe siècle a été essentiellement diffusée sous forme imprimée et non pas forcément sous forme exposée, comme on voit plus souvent maintenant. 2 titres, la documentation française illustrée et également la documentation photographique. Ça c'était destiné avant tout donc aux enseignants, c'était sur des systèmes d'abonnement. Peut-être parmi vous, vous avez des personnes qui ont travaillé à partir de ces documents. L'une, la documentation française illustrée. Vous voyez, j'ai apporté, j'adore montrer également les objets. C'est très modeste pour nous, regard contemporain. Petite brochure qui fait le point sur une thématique d'actualité, généralement bien évidemment en noir et blanc pour la période, et qui est largement illustré. Et le deuxième titre sur la documentation photographique, là c'était un ensemble, si vous voulez, toujours pareil, une note de synthèse sur une thématique avec un ensemble de diapositives qui étaient destinées à être projetées en classe, et également vous aviez ce type de documents, c'est-à-dire qu'on pouvait punaiser au mur, diffuser à l'intérieur des classes, dans des vitrines de commerçants et autres. C'est une photographie qui circule, qui circule. Alors, la vocation, le principal mot d'ordre de cette documentation française, c'est informer complètement, informer sans déformer. Ça, c'est très important à retenir. Et la grande des questions pour une historienne de la photographie, c'est comment peut-on informer par l'image de manière tout à fait objective. Alors, il y a des solutions. Par exemple, dans tous ces ouvrages, il y avait... les photographies sont toujours accompagnées d'un texte, et le texte, vous pouvez le lire, je vous ai montré un exemple. C'est un texte descriptif, c'est un texte impartial, c'est un texte neutre, c'est un texte objectif. Donc des données chiffrées, des données tout à fait factuelles, l'importance du fait. On peut passer effectivement ceux qui travaillaient à la documentation française avaient un certain nombre donc de principes. Ils parlaient de déontologie d'objectivité. C'est un refus, vous le voyez, le principe numéro 5, de toute forme de propagande. Il y avait un rejet, mais physique, de toute forme de propagande, parce que c'est des gens qui avaient subi, si vous voulez, les méfaits de cette propagande. Et dans tous ces principes que vous voyez donc à l'écran, ce qui est intéressant pour nous, finalement, c'est d'attribuer, vous voyez, le principe numéro 2, attribuer à l'autorité, à la personnalité politique qui en a pris la responsabilité, finalement, le texte ou l'image. Et pour nous, c'est très important parce que la documentation française, avec la Bibliothèque nationale à l'époque, va appuyer pour la reconnaissance du droit d'auteur des photographes,
1957, la première loi, le 11 mars 1957. L'attribution est extrêmement importante, hein, c'est-à-dire la source, référencée, sourcée, qui sont finalement des travaux également chez les historiens. Cette traduction en images, ce sont des images donc tout à fait objectives, comme ici celle de Jean Dieuzel. Et Madame Morisseau a eu raison de souligner effectivement, nous, ce qui nous intéresse aussi, bien évidemment le recto, l'image, mais surtout le verso. Et là, vous avez toute l'histoire des usages de la photographie, avec toujours ce souci de l'auteur. C'était pas du tout une norme à l'époque, hein. C'était un combat, c'était une bagarre, hein. Vous êtes, après la Seconde Guerre mondiale, dans toute une organisation syndicale de la profession de la photographie qui est née avec Paul Nadar au XIXe siècle. Et vous avez donc au dos la légende très précise, vraiment l'auteur, les références et puis toute l'histoire avec les mises en page, les tampons divers sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Très important pour nous. Alors en même temps, l'objectivité, vous voyez, là on fait des pas de côté parce que j'ai mis en regard deux photographies, celle de droite que vous pouvez voir dans l'exposition, celle de gauche qui est issue d'un autre très bel album pour défendre finalement cette reconstruction de la France, c'est l'équipement technique de la France, hein, d'où sont effectivement extraits ces planches, hein, je vous la remontre, hein, ici, hein, ces planches en héliogravure. Tout ceci rappelle la propagande soviétique. On pourra en reparler. Ensuite, autre image, la suivante, c'est vue aérienne. La documentation française a commandé des reportages de photographie aérienne dès 1959, sous l'impulsion de l'Éducation nationale, jusqu'en 2001. Jusqu'en 2001, si vous êtes sur des vues aériennes semi-obliques, basse altitude, donc ça c'est très important puisque finalement vous embrassez d'un seul regard tout un ensemble d'éléments informatifs. Ça c'est une concentration d'informations, hein, c'est vraiment l'image globale, l'image totalisante, l'image synthèse. Là, vous mettez un maximum, attention, hein, ce sont avant tout des photographies qui sont faites pour l'information. Et enfin, pour terminer, effectivement, nous avons Paul Almachy. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dans un regard objectif, puisque là, on a vraiment un regard orienté, un regard d'auteur. Nous sommes dans le reportage, dans le photojournalisme, et nous pourrons avec tout ce que ça suggère, avec effectivement ces salariés qui et la question de l'habitat nomade finalement sur lequel peut-être Madame Rowe pourra intervenir. Enfin, je conclus cette toute première partie en précisant que comment concrètement ça se passait avec les auteurs? Eh bien, c'était des documentalistes, hein, qui se déplaçaient quand c'était à Paris chez les photographes. Il y avait vraiment un dialogue permanent avec les photographes, ce qui était également rare, notamment dans le milieu de l'édition. Et également, il y avait toute une correspondance pour les photographes en province. Et ça passait par la commande, mais ça passait aussi par vraiment un dialogue constructif, fécond, entre le photographe qui pouvait dire, voilà, il y a un thème qui pourrait vous intéresser, je vous envoie telle image, et puis c'est retenu ou pas. C'est-à-dire que ça fonctionne finalement comme une agence de presse, mais une agence d'État. Merci beaucoup Véronique pour cette première partie d'exposé. Donc je vais passer la parole donc à Gwenaëlle, puisque avec vous on va rentrer au cœur du sujet qui nous rassemble. Pour vous, en quoi ces représentations du travail peuvent-elles être utiles à vos enquêtes en qualité de sociologue, et comment abordez-vous la photographie comme objet d'étude ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, pour commencer, je voudrais dire que j'ai découvert très récemment l'existence même de ce fonds grâce à l'invitation
a été faite par Lucie, et c'est un fonds absolument fantastique pour tous les chercheurs en sciences sociales. Les images du travail il y a des dossiers, j'avais envie d'ouvrir tous les placards, tellement ça couvre une diversité de situations professionnelles, et c'est là-dessus que j'aimerais revenir tout à l'heure. Alors, je voudrais faire une remarque sur la question finalement de la sociologie, de la photographie, du travail. En fait, en écoutant Véronique, là maintenant, je me suis dit que finalement, le souci d'objectivation qui était celui de l'État dans ces années 60, on va dire, même avant, enfin, on va le retrouver de manière très très fortement chez les sociologues d'après-guerre, ceux qui ont lancé les grandes enquêtes industrielles dans les années 60 avec des auteurs célèbres comme Alain Touraine, historien de formation, Jean-Daniel Reynaud, toute une génération de sociologues qui se sont constitués, rassemblés autour de Georges Friedman, auteur du célèbre livre « Problèmes humains du machinisme industriel ». Et il faisait de la sociologie finalement sans méthode, c'était une sociologie empirique, mais il y avait ce souci de diriger la sociologie en sciences sérieuses, en sciences justement objectives. Donc ils quantifiaient les choses, ils mesuraient, et puis ils allaient voir sur le terrain comment travaillaient les ouvriers en l'occurrence, puis c'était plutôt les industries de série masculines qui étaient un peu sous le feu des projecteurs. Donc ça, c'est une première remarque. Alors ce qui est curieux, et là je n'ai pas enquêté là-dessus, donc c'est peut-être quelque chose à travailler ensemble, c'est que dans les premiers ouvrages qui ont été publiés par les presses du CNRS, enfin CNRS Éditions, et je pense notamment au livre d'Alain Touraine, qui a été un ouvrage majeur dans l'histoire de la sociologie, dans la sociologie du travail, sur le travail ouvrier aux usines Renault, publié en 1955, mais en fait qui repose sur une enquête qui a été menée dès 1949. Eh bien, dans ce livre, on a des photographies. Alors, ce n'est pas des photographies qu'il a prises lui, mais des photographies qu'il a récupérées. Alors, de journaux d'ingénieurs, on a des photographies des machines transfert, et je sais que j'ai vu dans certains ouvrages ou documents des photographies tout à fait comparables. Donc, tout ça pour dire qu'il y a aussi des circulations entre les mondes qui est tout à fait intéressante. Ce n'est pas l'État d'un côté, les entreprises de l'autre, les chercheurs en sciences sociales, cela circule. Alors après, en tant que sociologue qui aujourd'hui interroge le monde du travail tel qu'il se déroule sous nos yeux, je dirais que ces photos sont pour moi très intéressante en termes aussi de garde-fous. C'est-à-dire souvent les sociologues qui sont peu soucieux du regard historique vont très vite vouloir dire ce qui change à partir des simples témoignages produits par les gens qu'ils interviewent, alors que l'histoire justement peut permettre d'aider à documenter et à ne pas se tromper de discours, à ne pas faire des interprétations trop hâtives. Et une photo comme celle-ci qui porte justement sur le terrain travaillé par Alain Touraine, Renault-Billancourt, la chaîne de la 4 chevaux, montre justement des hommes au travail. Alors c'est une très belle photo, c'est esthétique, c'est beau, mais qui en fait ont une posture ergonomique qui est, en tout cas pour celui qui est en bas, absolument délétère. C'est une position bras en haut dans la fosse, et aujourd'hui par exemple les constructeurs automobiles sont très vigilants à éviter ce genre de situation, même s'il peut y en avoir de temps en temps, mais en tout cas ce sont des postures, il y a tout un travail ergonomique qui a été fait depuis pour essayer d'être attentif quand même à l'usure du corps au travail, même si dans ces industries, aujourd'hui, dans l'automobile, il y a toujours du travail à la chaîne avec des cadences qui sont denses, mais ça permet d'avoir des repères aussi sur à la fois les constances du travail, cette chaîne qui avance au convoyeur, mais aussi les déplacements qu'il peut y avoir dans l'organisation des temps de travail, dans les gestes. Donc la photo va être un indice, une ressource parmi d'autres pour ne pas interpréter les choses trop rapidement. On peut peut-être passer à... Alors oui, du coup, par rapport à la question de l'interprétation qui est très importante, et puis des outils pour comprendre l'image. Donc ce second exemple, donc on est encore aux usines Renault dans cette chaîne de montage, elle est très étonnante. C'est-à-dire que quand on la regarde strictement du point de vue formel de la composition, donc on a au premier plan ce mouvement métallique, on voit cette
cette chaîne de moteur et on voit donc deux ouvriers, un qui semble un peu arrêté dans un mouvement et l'autre qui a une posture un peu nonchalante et sur laquelle on pourrait presque faire des contresens en projetant une lecture d'altérité, un ouvrier blanc, un ouvrier peut-être d'origine africaine, en tout cas qui peut être associé à certains stéréotypes iconographiques. Et donc là, qu'est-ce que vous comprenez de cette image ? Alors justement, cette image, parce qu'on a eu un échange qui nous a beaucoup amusé. Donc déjà, c'est une image, on est en 1970. Donc là, vous voyez, on est sur une sorte de chaîne qui est au sol, qui a été extrêmement modernisée. C'était à l'époque où les usines continuaient à se moderniser, ou des usines comme Cléon, donc une usine de mécanique, de montage mécanique, donc on n'est pas dans les carrosseries montage, essaye aussi de réfléchir sur les conditions de travail en faisant des îlots, etc. Donc c'est plutôt une chaîne qui, on va dire, est assez moderne aussi technologiquement pour l'époque. Et en fait, l'interprétation de l'ouvrier qui a l'air un peu nonchalant et qui dort, qui a été une interprétation spontanée quand on ne connaît pas l'usine, en fait, renvoie à autre chose. Nous sommes en fin de chaîne, les moteurs sont montés, et donc il y a une activité de contrôle qualité qui est menée et qui se fait par une sorte de système d'écouteurs, un peu comme chez le médecin quand voilà, on va écouter le battre le cœur. Et donc, cet ouvrier, en fait, a un outil qui lui permet d'entendre les bruits du moteur et voir si ces bruits sont le témoin de dysfonctionnement. Et donc, il ferme les yeux pour mieux se concentrer et pour être très attentif à ce qui va ressortir. Donc, vous voyez, alors, cette interprétation-là, si je peux la fournir, c'est aussi parce que moi, à la fin des années 90, mon premier travail d'enquête sociologique, mes premiers pas comme sociologue étaient des pas à Cléon. J'ai passé plusieurs mois à Cléon pour faire mon mémoire de DEA. Et il y avait encore de l'écoute comme ça, de ce type de contrôle qualité. Alors maintenant, c'est beaucoup plus perfectionné, il y a moins ces dimensions-là. Mais du coup, c'est aussi l'expérience pratique de sociologue qui peut aussi servir finalement peut-être aux historiens qui ne connaissent pas ce présent-là pour interpréter certaines images. Alors merci beaucoup Gwenaëlle pour cette première démonstration. Donc on va changer de thème dans le travail en passant au chantier du métro, qui est aussi un thème que vous connaissez très bien, avec deux magnifiques tirages de Marc Ribot. Voilà. Alors, l'idée, justement, par rapport au choix des photos qu'on présente, c'est aussi souligner la diversité des mondes qui sont représentés dans le cadre de ces photos, alors que souvent, en tout cas en sciences sociales et beaucoup en sociologie, les enquêtes en sociologie du travail, souvent, ont eu tendance traditionnellement à privilégier des secteurs un peu emblématiques, attendus, comme le travail à la chaîne chez Renault. Il y a toute une tradition là-dessus, et j'y ai même moi-même contribué dans mes travaux. Mais le travail à la chaîne, qui a ensuite, on va dire, mis en scène, y compris par le cinéma, Charlie Chaplin, est trop réducteur pour parler du travail. Ça ne peut pas être la seule représentation qui aide à désigner ce que travailler veut dire dans le monde industriel. Et si on prend justement ce qui se passe dans le métro, donc un autre terrain que j'explore actuellement, bien dans le métro, on trouve plusieurs espaces. Une même entreprise peut avoir différents espaces de travail, celui du tunnel et des travaux lorsqu'il s'agit de changer des voies, par exemple, et puis celui du pilotage que l'on verra tout à l'heure. Donc là, c'est une photo qui m'a complètement fascinée parce que où on voit justement, alors c'est la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que le train, le métro tourne le jour, donc on ne peut pas faire les deux en même temps. Et un travail qui est fait en urgence. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un temps très limité pour changer les rails, parce qu'ensuite, il faut réorganiser la mise en circulation du flux et l'électrification. Donc, c'est un travail d'une intensité folle que cette photo suggère d'une certaine manière. Et là, pour le coup, moi, j'y vois une certaine constance, parce qu'on va voir la photo d'après. Ça, c'est une photo, alors je suis désolée, je lui envoie des fleurs, mais c'est une photo que j'ai prise moi-même sur mon terrain, où pendant toute une nuit, j'ai suivi des travaux. C'est de la soudure par rail. Alors, je ne peux pas vous détailler trop précisément la dimension technique des choses, mais c'est des procédures qui sont tout à fait comparables à celles qu'on voit dans les autres images. Et là, il y a un enjeu, effectivement, ce qui est intéressant, c'est aussi la dimension très collective de travail, cette chorégraphie du travail, un travail qui est aussi très dangereux, mais avec des ouvriers qui sont aussi passionnants passionnés pour faire aussi un travail de qualité où il y a des enjeux de sécurité
énorme, il faut que les soudures soient parfaites. Donc ça demande une technicité très forte et ce n'est pas un travail qui s'apprend en 3 minutes. Et là aussi, c'est la nuit, dans la chaleur et dans une urgence, c'est-à-dire que j'ai vu les gens courir pour aller au plus vite et en même temps avec des gestes d'une précision extrêmement incroyable. Et j'espère que cette photo permet en tout cas de toucher une certaine atmosphère qui est aussi assez belle et fascinante. En tout cas, vos réactions m'intéressent. Alors là, on est un peu dans la phase de l'autre côté des bureaux. Enfin, c'est pas les bureaux, c'est aussi de la production, justement. C'est ce que j'ai appelé avec François Vatin un travail de surveillance-contrôle, puisqu'on a aussi étudié des industries automatisées. Donc le travail, c'est pas simplement transformer la matière en engageant son corps physiquement avec des gestes précis qui vont modeler la ferraille. Travailler, c'est aussi surveiller des signaux, interpréter des informations, ce qu'avait d'ailleurs bien montré Touraine quand il avait commencé à travailler aussi dans les secteurs les plus automatisés de Renault. Et là, on a justement ce monde où les salariés qui sont là regardent où sont positionnés les trains, s'il n'y a pas de panne, et éventuellement, ils vont lancer des dépêches pour engager des travaux, les travaux que vous avez pu voir dans les photos précédentes. Donc, il y a un côté un peu clinique. Et là aussi, je dirais que à de nombreuses années d'intervalle, là, on est dans les années 70, on va pouvoir montrer l'image suivante, c'est pas tout à fait le même décor, les mêmes, voilà, il y a un peu plus de rondeur, mais le principe est le même. Donc, alors là, ce n'est pas une photo que j'ai prise moi, c'est une photo institutionnelle que l'on trouve sur Internet de la RATP à l'occasion des Journées du patrimoine. Donc, c'est des espaces que vous pouvez voir. Mais je dirais, je suis allée dans cette salle et cette salle reflète exactement ce qu'on y voit. Il n'y a pas du tout de trucage ni d'embellissement. Donc, un univers feutré et non pas bruyant comme celui du tunnel, où la concentration est extrêmement importante et où le travail va être justement de surveiller des signaux. Et donc, là aussi, on peut parler d'une certaine continuité, finalement, dans les formes d'engagement au travail qui, là, sont beaucoup plus abstraites d'une certaine manière, mais c'est pas parce que c'est plus abstrait que c'est moins prégnant physiquement, puisqu'il faut être attentif au moins à la moindre alerte qui peut dégénérer, sachant qu'il y a des enjeux à ce que les trains ne s'arrêtent pas dans les tunnels, que les voyageurs soient en sécurité, qu'il y ait une fluidité du transport. C'est l'objectif. On parle de flux continu dans l'industrie automobile, de juste à temps. Là, la question du juste à temps, c'est une problématique que l'on va retrouver dans énormément de secteurs, au-delà de leur diversité technologique. J'espère que je suis dans les temps. C'est parfait. Et d'ailleurs, pour revenir, merci Gwenaëlle, sur cette question de la communication des entreprises. Hier, en prenant donc le métro, il y avait un grand panneau d'affichage qui montrait ce travail de nuit pour dire que même la nuit, le travail d'entretien de la RATP ne s'arrête pas. Donc on voit bien aussi que c'est toujours un enjeu, à la fois là, dans cette image qui est très intéressante, parce que c'est les Journées du patrimoine, c'est faire comprendre aussi les coulisses, comment s'organise ce travail, et aussi cette permanence de la représentation du travail dans la communication des entreprises. On va poursuivre cette exploration passionnante avec une autre ambiance de la production industrielle. Oui, alors là, ce sont des tuyauteries, donc là aussi, des usines finalement, des usines sans hommes, alors que ce n'est pas vrai, en fait, il y a des hommes, mais ici, le travail est transformé par sa circulation à l'intérieur des installations, par réaction chimique. Donc, dans le cadre d'un flux continu, avec aussi des enjeux de risque industriel, puisqu'on est dans la pétrochimie ou dans les raffineries. Si jamais il y a des fuites ou si jamais la pression n'est pas la bonne, ça peut exploser. On a des exemples récents. Et on peut peut-être passer la suivante. Donc, cet univers-là, on peut le rencontrer, même s'il peut connaître des mouvements de désindustrialisation. Donc là, c'est une photo que j'ai prise en
en Normandie, dans une ancienne raffinerie Shell, où voilà, on a ces tuyauteries qui fabriquent tout seuls qui ont fabriqué en tout cas du pétrole, mais qui étaient aussi gérées par des hommes qui étaient dans les salles de contrôle, un peu comme celle de la RATP. En tout cas, il y a beaucoup de points de comparaison possibles, et qui surveillaient les niveaux de pression, les évolutions du flux à distance, pour s'assurer que que tout allait bien. Donc on a aussi des logiques comparables. Et là, une photo aussi que j'ai prise à l'occasion d'une visite finalement dans ce genre d'industrie, qui sont assez déroutantes quand on enquête dans ces secteurs, parce que justement c'est très grand, c'est plusieurs dimensions, on se perd. Il faut arriver à comprendre finalement à la fois le process pour comprendre le travail humain. Alors j'ai aussi fait des enquêtes sur des usines qui fonctionnaient, mais ces photos, je les ai trouvées assez emblématiques aussi d'un monde qui peut aussi se fermer lorsque on considère que ces usines ne sont pas assez profitables. Donc avec quand même des permanences entre ce que vous pouvez photographier aujourd'hui, Gwenaëlle, en cadre de vos enquêtes, avec bien évidemment les photographies qui ont été produites quelques décennies auparavant, comme ici avec celle de Jean Dieuze, l'usine de Lac, la nuit. Donc en fait aussi avec une idée finalement que l'usine s'autosuffit, elle ne s'arrête jamais, mais dans une ambiance... Alors ça fera peut-être la transition avec celle de Dalmachi, je ne sais pas s'il y a live derrière. Non, ce sera après. Ce que je veux dire, c'est que ces usines, elles ne s'arrêtent jamais, sauf à certains moments, le moment où il faut faire ce qu'on appelle les grands arrêts, où il s'agit de faire des grosses réparations. Et donc là, c'est plus la forme du flux qui s'impose comme modèle productif, c'est le chantier, et où on va avoir des centaines d'ouvriers qui vont venir, souvent des sous-traitants, qui vont venir justement pour réparer. Et donc on aura un autre modèle de travail qui sera celui de l'organisation en chantier, avec d'autres formes de coordination, d'agencement, de hiérarchie sociale. Donc l'usine qui semble fonctionner toute seule, c'est un temps dans la vie d'une usine, et régulièrement, alors ça peut être tous les 3 ans, tout va dépendre du type de produit, on rebat un peu les cartes pour remettre en route, remettre en fonctionnement ensuite les choses de plus belle. Merci beaucoup Gwenaëlle. Donc on va faire une transition vers la troisième partie du propos avec Véronique, qui va revenir sur finalement les représentations et ces images qui sont à la fois, comme vous l'avez parfaitement expliqué, ont une forme d'objectivité dans ce qu'elles nous témoignent de l'activité humaine au travail, mais qui portent en elles des motifs qui possèdent des permanences, des motifs qui, dans leur agencement et dans le cadrage du photographe, vont prendre des orientations, une sorte de poétique de forme et de graphisme. Et est-ce que cette poétique est-elle neutre? Et je pense que Véronique va pouvoir nous en parler tout de suite. Merci Véronique. Oui, on ouvre le chapitre de l'esthétique finalement fonctionnelle. Ce mot est emprunté donc aux époux Becher, qui incarnent donc l'école allemande de Düsseldorf. Vous avez, dans toutes les images qui vous ont été présentées, vous avez, si vous avez suivi dans les légendes, on passait de Marc Ribou. Marc Ribou, c'est Magnum, c'est l'agence donc d'Henri Cartier-Bresson, qui a été créée en 1947. Vous avez également des images institutionnelles de la RATP. Vous avez Jean Dieuze à Toulouse, c'est un très très grand nom de la photographie du XXe siècle. Et finalement, dans les auteurs, vous voyez, on passe allègrement d'une production des services des relations publiques, on l'a abordé en début d'intervention, des images institutionnelles, donc des images qui sont a priori caractérisés comme des documents institutionnels, mais on va voir qu'en histoire de la photographie, cette frontière est complètement fluctuante entre documents d'auteur, œuvres documentaires et œuvres d'art, ce qu'a souligné Madame Morisseau en introduction. Et là, on a vraiment un très bon exemple. Vous avez cette photographie de droite, qui fait partie donc des milliers de photographies qui sont conservées par le CPAD. C'est en photographie un vintage, c'est-à-dire ça a aussi une valeur commerciale, marchande, historique,
artistique extrêmement importante. Le vintage, un tirage donc fait du temps au plus près de la production, du négatif sous le contrôle de l'auteur. Et en même temps, vous avez en regard toujours finalement son utilisation et son usage, son utilisation et son usage. Et là, avec ce nouveau chapitre, finalement, c'est cette question de l'esthétique. Après l'objectivité, interrogeons-nous sur cette question d'esthétique et finalement du statut des photographies, du statut de ces fonds. Ici, on peut aborder donc cette question d'esthétique par de multiples approches. Prenons par exemple la couleur. La couleur, pour nous contemporains, il est extrêmement naturel d'avoir de la photographie couleur. L'ère de la photographie couleur moderne, c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale et c'est lié à partir des développements techniques. Vous avez le Kodacolor 1942, ce négatif positif mis en place donc pendant la Seconde Guerre, et surtout à partir de la Seconde Guerre, effectivement, vous avez énormément d'améliorations dans le domaine de l'impression couleur. Et finalement, il y a un moment, vous allez avoir des magazines comme Harper's Bazaar, comme Vogue, qui vont utiliser beaucoup plus de photographies couleur, et les prix de la couleur qui étaient très très chers, c'est très cher, compliqué et cher la couleur, tout d'un coup, eh bien, on va avoir des prix qui vont rattraper ceux du noir et blanc. Alors vous allez me dire, mais pourquoi parler de couleur avec la documentation française? Eh bien ça, ce sont des photographies qui sont extraites, figurez-vous, de ces brochures de la documentation française illustrée. C'était des numéros spéciaux consacrés au plan. Tout ceci également se confond avec la politique de la planification à la française, début également à partir de la Seconde Guerre mondiale. Le premier, le plus connu, c'est le plan Monet, finalement. Eh bien, vous aviez un travail d'éditorialisation, un soin apporté dans l'illustration de la photographie. Et vous voyez ici, on n'est plus tout à fait dans l'utilisation de l'image comme illustration, mais vraiment comme un travail aussi d'auteur. C'est en plus, ça vient en plus. Ici, on est à la lisière entre la réalité et la fiction. Et vous êtes dans un document administratif. Vous êtes tout à fait dans un document administratif. Ici, donc, autre entrée, le graphisme que j'ai choisi d'illustrer. On dit toujours chez les historiens de la photographie, la couleur séduit. La couleur séduit, la couleur finalement déclare, tandis que le noir et blanc, eh bien le noir et blanc suggère, le noir et blanc interprète. C'est l'une des deux grandes différences. Ici, donc dans ce cinquième plan, vous voyez, c'est très modeste pour nous, mais c'est absolument splendide pour les historiens. Vous avez à la dernière page, eh bien, finalement, vous avez l'ensemble de ces crédits photographiques, et surtout, vous avez quelque chose d'extraordinaire, c'est les documents photographiques ont été utilisés dans cette brochure pour leur qualité graphique. Toujours ce souci de l'aspect artistique de la photographie, jusqu'à un extrême qui est le graphisme, c'est-à-dire finalement la représentation d'une réalité mais abstraite. On est dans le symbole, et d'ailleurs ces photographies, celle-ci est exposée aussi dans l'exposition. Vous voyez, on a en regard, alors je vous laisse lire finalement les propos pédagogiques. Ces ouvrages sont à vocation pédagogique. C'est émanciper le citoyen pour l'aider à comprendre le monde contemporain dans lequel il vit. C'est l'une des missions qui animait donc cette équipe de la documentation française. Et on a en regard, par association finalement d'idées, c'est ce travail de bâti, cette construction, qui effectivement a un caractère quasi emblématique, symbolique, générique. Peu importe le lieu, peu importe la date, peu importe l'endroit, finalement c'est une image qui transcende tout le côté descriptif finalement qui est important dans la documentation. Ici par exemple aussi vous avez donc là c'est Étienne Bertrand-Veil. Étienne Bertrand-Veil, c'est un photographe on a extrêmement peu d'éléments biographiques.
Donc ce fonds, dans l'exploitation de ce fonds, il y a l'exploitation par les sociologues, mais pour les historiens de la photographie, c'est une mine, parce qu'on retrouve des auteurs dont on ne connaît rien, absolument, ou quelques bribes. La suivante, vous voyez, Patrick Lejeune, j'ai regardé dans des répertoires et tout, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire par l'adresse, je ne saurais pas vous dire qui était Patrick Lejeune, alors qu'il est largement représenté dans ces brochures. On n'est pas dans un catalogue d'exposition, on n'est pas dans un musée. Ce qui me fait dire que la documentation française, service administratif, participe pleinement, voire antérieurement, au processus de légitimation artistique de la photographie en France, bien avant les musées, parce que le premier musée des Beaux-Arts qui consacre une collection permanente à la photographie, c'est 1965, c'est le musée Réatu. Les collections photographiques du Musée national d'art moderne, les collections photographiques du musée d'Orsay, c'est très tardif, fin des années 1970. Donc là, on a un phénomène d'anticipation qui est extrêmement intéressant et qui ouvre toute une somme de questions qu'on pourra développer. On peut passer. Là, j'ai fait une sorte de montage, effectivement, sur ce sixième plan, le souci, effectivement, de la mise en page, de l'éditorialisation. Et là, pour une historienne, ça rappelle complètement les rayogrammes, les photogrammes de l'entre-deux-guerres, de Laszlo Molinaj. Vous êtes dans la Nouvelle Vision, vous êtes dans le Bauhaus. Et on pourrait placer un photogramme ou un rayogramme de Man Ray à côté de cette image, et ça soutiendrait tout à fait la comparaison. Vous avez le mot d'entre-deux-guerres d'Elesinski, nous nous vissons dans l'espace. Donc là, on est sur des réflexions purement plasticiennes, purement sur l'image. On a quitté vraiment ce statut de document, et donc Elesinski, nous nous vissons dans l'espace, c'est-à-dire que finalement la photographie n'a plus de sens. Et là, au dos, vous voyez, on a cette petite orientation haut. Et ça, c'est un bijou pour les historiens de la photographie, comme pour les historiens de l'art. D'ailleurs, la frontière n'est pas très éloignée ici. Et nous pouvons passer à la... Et là, on arrive à une forme d'extrémité, vous voyez, où là, on est vraiment aux portes de l'abstraction. Ça vous fait penser effectivement tout ça aux travaux des mouvements artistiques, effectivement, à partir de la Seconde Guerre, mais surtout à partir également des années 1970. C'est-à-dire qu'à un moment, les préoccupations photographiques croisent les préoccupations des peintres. La frontière l'a également tenue. Et vous êtes toujours dans un fonds administratif placé auprès du Premier ministre. C'est-à-dire on a des photographies auxquelles on ne s'attend pas, ce qui pose vraiment des questions, ce qui revisite purement et simplement l'histoire de la photographie. Ensuite, je vais laisser peut-être Gwenaëlle. Nous aurions une troisième approche, peut-être j'aurai l'occasion, avec la question de la lumière, et on pourra revenir antérieurement sur les visuels, mais peut-être à l'occasion d'exposition, je vois que l'heure tourne. Merci beaucoup, Véronique, pour cette démonstration vraiment passionnante. Et puis voilà, on voit à quel point l'évolution des photographies qui sont présentées vont être au départ documenter le travail jusqu'à tirer vers l'abstraction du travail pour être finalement un pur motif, une pure interprétation, mais quand même soutenue dans une publication d'État, dans une publication administrative, qui est une forme effectivement de soutien à la création artistique. Alors ce thème de création artistique, donc là, pour faire le lien avec le propos et tout le travail qu'a pu mener Gwenaëlle Rault et François Vatin dans le colloque de Cerisy sur l'esthétique des Trente Glorieuses, c'est finalement la documentation française est prise dans une dynamique, qui interroge sur une ambition artistique d'État. Et donc je vais passer la parole à Gwenaëlle pour qu'elle nous présente cette peinture de Reynold Arnaud, Cracking, qui évoque à la fois le four pétrochimique qu'on a pu voir chez Jean Dieuze et qui finalement est un titre en soi presque abstrait aussi. Oui, tout à fait.
Donc on termine un peu sur la peinture, mais en fait il y a des liens entre cette peinture et la photographie. Donc Arnoux est un artiste qui a été fondateur du musée du Havre, qui a terminé sa carrière comme conservateur au Grand Palais, et qui en 1959, donc au moment où les sociologues investissaient les usines, au moment où les photographes photographiaient les usines, eh bien les artistes peintres et même les cinéastes, qu'on pourrait citer Alain Resnais et son fabuleux Chant du Styrène, sont aussi sollicités par les entreprises, mais aussi des entreprises, dont certaines sont les entreprises d'État, pour représenter l'industrie dans ce qu'elle a aussi de beau, d'une certaine manière, dans un cadre général de valorisation de la production industrielle. Et Arnoux avait été sollicité il avait lui-même suscité un mécénat auprès de 12 grandes entreprises françaises, Gaz de France, Péchinet, Air France, pour monter une exposition qui s'appelait Force et rythme de l'industrie au musée des arts décoratifs à Paris. Et ce tableau qui est au musée du Havre, en fait, est un tableau qui a été aussi inspiré de ses propres visites sur les sites, mais aussi de photographies, puisque Arnoux se documentait avec des documents qui étaient produits par la documentation française, et notamment on a retrouvé les traces d'une photo donc, de Port-Jérôme qui était dans un livret pédagogique, et on sait que ça a servi à faire les dessins préparatoires de ce tableau. Donc là aussi, il y a une sorte de circulation à une époque où les entreprises créent aussi ce qu'on appelle les services de relations publiques, hein, c'est le grand moment, donc sont soucieuses aussi de pouvoir tenir un discours. Alors aujourd'hui, on parlerait de discours sociétal, mais en tout cas un discours où elles apparaissent comme faisant partie de la société, n'étant pas là pour être dans des systèmes qui viendraient complètement écraser les salariés. Enfin, il y a un souci de penser la place de l'entreprise dans la société, et donc de recourir aussi aux artistes pour donner une certaine représentation. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les artistes se saisissent de ça, comment ils s'approprient le thème, parce que même si ce sont des commandes, les artistes aussi sont sollicités comme artistes, c'est-à-dire comme créateurs autonomes qui vont apporter une touche singulière. Donc Arnoux est un exemple, mais Alain Resnais, quand il a fait le Chant du Styrène à la demande de Péchinet, a créé une œuvre qui a son autonomie propre, à tel point qu'il a sollicité Raymond Queneau, à tel point que même Péchinet s'est offusqué qu'on fasse des poèmes pour décrire l'industrie. Et donc on pourrait à chaque fois déplier les choses pour montrer qu'on n'est pas du tout dans quelque chose qui est univoque, simpliste. Donc certes, il y a un regard esthétique de l'État, mais c'est aussi parce que ces artistes se sont saisis ça, ont pris leur autonomie pour faire valoir leur point de vue, mais c'est peut-être aussi ce point de vue qui intéressait les entreprises. Donc on a une circulation complexe qui mérite d'être décodée, et on passe d'un univers à l'autre, parce que moi j'ai davantage étudié les entreprises, mais ça circule avec évidemment la documentation française, l'État, donc tu peux prendre le relais. Oui, parce que c'est vrai qu'en photographie, dès le 19e siècle, vous n'avez pas de frontière finalement entre le travail de commande, aujourd'hui on appelle ça le travail de corporate, hein, si vous voulez, et le travail artistique. Hein. Ça, c'est vrai que c'est inhérent, c'est constitutif de la photographie finalement dès le 19e siècle. Et moi qui forme avec mes collègues donc des étudiants photographes ou des professionnels de l'image photographique, c'est toujours valable. Hein. On leur apprend à être pluridisciplinaire. La frontière en photographie, je mets au défi quiconque de la tracer entre le document et le document d'auteur, l'œuvre documentaire et l'œuvre d'art. Tout ça se confond. C'est un peu plus compliqué pour la peinture, hein. Mais effectivement, c'est très important d'insister sur la question des circulations. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces présentations qui montrent à quel point il y a un champ culturel, et que effectivement la polysémie des regards qui sont présentés dans l'exposition, aussi la polysémie des usages et des lectures qu'on peut en faire, hein, que ce soit une lecture esthétique, une lecture historique, une lecture sociologique, montre à quel point l'objet photographique est un objet qui a plusieurs entrées et qui n'est pas du tout limitatif.
et à quel point, pour le comprendre, on a besoin d'avoir cet appareil critique. Et c'était aussi l'ambition manifeste de cette table ronde que de vous réunir, parce qu'il faut à la fois décentrer le point de vue et multiplier les points de vue pour comprendre ce que ces images portent en elles-mêmes dans leur langage inhérent au point de vue de l'auteur, mais ce qu'elles représentent aussi dans un contexte beaucoup plus large. On arrive à présent au temps de présentation qu'on s'était fixé, mesdames. Je vais juste mettre en diapositive de fin et en ouverture, pour en savoir plus, pour envoyer à 2 ouvrages qui, je crois, sont disponibles au Salon du Livre de Blois. Donc, à la fois les actes du colloque, donc l'esthétique des Trente Glorieuses que vous avez dirigé, Gwenaëlle et François Vatin, et dans lequel tu as écrit, Véronique, et également au catalogue de l'exposition Les Français au travail, donc avec un essai de Véronique et de moi-même sur le fond de la documentation française. Donc il nous reste 30 minutes pour lesquelles on est vraiment à votre disposition pour recueillir vos questions, vos réactions, et on vous remercie. Deux questions. La première, on comprend évidemment très clairement ce que vous avez dit au début, l'enjeu pédagogique de ces documents. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'usage, quels sont les usages qu'en ont fait l'éducation nationale, est-ce que les enseignants, quelles étaient l'utilisation ou les formes d'utilisation, peut-être aussi pour que ça réponde à la vie d'élèves que nous avons tous été, voilà, à un moment ou à un autre. Et la deuxième chose, alors c'est plus une interrogation quand vous évoquiez la peinture. Est-ce qu'on peut le mettre en corrélation avec la démarche de certaines entreprises dans les années 70 de constituer des collections d'œuvres d'art? Est-ce que finalement, ces deux approches se sont rejointes justement par la forme d'interprétation que vous évoquez? Merci beaucoup. Oui, pour répondre à votre question. L'enjeu, l'usage pédagogique de toutes ces photographies, c'est un usage vraiment fondamental, premier. Il y a eu une collaboration entre la documentation française et le ministère de l'Éducation nationale qui reste, à mon avis, unique dans cette période. Comment ça se traduisait? Eh bien, dans la documentation photographique, c'est surtout dans la documentation photographique, c'était une brochure destinée, finalement, un dossier plutôt qu'une brochure, un dossier destiné aux enseignants. Alors, l'image, comment était-elle, c'est aussi comment était-elle montrée? Eh bien, elle était montrée sous cette forme. Et là, vous avez une grande qualité, c'est une très belle qualité d'impression, c'est une haute qualité d'impression, c'est l'héliogravure, c'est assez cher. Hein. Et ce qui permet de produire, qu'une documentation française produise ce type de document, c'est qu'elle fonctionnait sous système d'abonnement. Et le fait de collaborer avec l'Éducation nationale faisait que la documentation française avait beaucoup plus d'abonnements et ça baissait les coûts, si vous voulez. Mais ça, on est sur de la très haute qualité. Et donc, concrètement, on n'a pas de PowerPoint à l'époque. On n'a pas de PowerPoint. Je vois monsieur qui... Oui, tout à fait, nous n'avions pas de PowerPoint. On a connu l'époque avec le carrousel, tout à fait, Kodak, etc. Le bruit, clac-clac. Moi, je remonte encore, parce qu'il y a le bruit qui maintenant est utilisé chez les artistes, alors que nous étions artistes sans le savoir finalement. Hein. Et donc, on avait les diapositives qui étaient projetées, et puis ces documents qui circulaient, qui étaient accrochés au mur. Vous êtes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a rien non plus dans les commerces, dans les vitrines des commerçants et autres. On accroche des affiches, on accroche. C'est vraiment un travail de propagande, mais un travail de propagande au sens premier, au sens du 19e siècle, c'est-à-dire propager, diffuser. Maintenant, le terme de propagande, c'est un terme qui est un peu connoté parce que c'est en lien avec l'usage des totalitaires, finalement, des gouvernements totalitaires. Mais au départ, l'usage premier, c'est diffuser.
Et je peux dire que la documentation française, si elle a un fond qui est celui d'aujourd'hui, c'est grâce aussi à l'éducation nationale. Vous aviez à l'époque une circulation extrême entre le CNRS, l'éducation nationale, l'INSEE, donc documentation française, service du Premier ministre, qui était extrêmement important. Il y avait une coordination. Et la documentation française, parce qu'elle était placée auprès du Premier ministre, a joué beaucoup ce coordinateur finalement administratif entre toutes ces institutions. Peut-être que quelque chose, ça je ne connais pas, qui doit manquer et qui a facilité la circulation des informations. Alors après, il faut parler du contenu. Du contenu, effectivement, parce que normalement, ça a été fait pour l'émancipation des jeunes élèves, donc du futur citoyen. Après, il peut y avoir tout un tas de débats sur le texte et autres, mais globalement, ce sont des textes qui étaient très factuels. La question du fait est très, très importante. Pour la peinture, qui veut répondre? Y a-t-il un historien de l'art dans le secteur? Je sais. Alors, comment dire? Je pense qu'effectivement, la démarche des années 70, enfin, la constitution d'achat d'œuvres, je pense que c'est autre chose. Il y a une dimension qui est assez spéculative aussi, qu'il ne faut pas non plus négliger. Et c'est vrai que moi, je me suis intéressée plutôt à cette période des années 60, enfin, où on était vraiment plutôt dans solliciter un regard artistique pour représenter l'industrie. Donc il y avait vraiment, ça faisait partie d'une certaine manière des relations publiques, c'était un élément parmi d'autres. Et le passage à la collection d'œuvres, etc., je pense que c'est un autre régime, une autre logique, un autre engagement. Et ça, je n'ai pas étudié de manière précise. J'ai regardé un peu de près ce qu'avait fait la collection Renaud et l'art, qui prolonge un peu les choses, mais avec une autre philosophie, par exemple. On voit des commandes d'entreprises auprès d'artistes qui veulent aussi mettre en lumière une vision artistique de leur métier ou de la pratique technique humaine au sein de leur entreprise. Alors là, on est effectivement dans le même genre de philosophie, mais il y a aussi des entreprises qui vont acheter des œuvres d'art ou commander à des artistes des œuvres d'art, mais plutôt dans un autre esprit. Donc là, je pense qu'il faut effectivement distinguer selon les cas. Mais là, il faudrait une étude plus systématique avec des comparaisons. Je pense que ce serait assez instructif. Oui, c'est un champ de spécialité à part entière. C'est vrai que dans la représentation du travail, moi j'ai des images des années 1930 avec le réalisme socialiste, mais c'est pas tout à fait. Mais bon, on a ce type de représentation. Dans les années 70, c'est une idée que je valide pas, parce que c'est pas ma spécialité, mais on a quand même le Centre Georges Pompidou, et on a une redistribution parce que le Centre Georges Pompidou, le Musée national d'art moderne, l'historique, c'est, vous savez, toutes les collections d'art vivant. Alors, les relations de l'État et de l'art vivant, ça a été, je pense, un peu je t'aime moi non plus pendant de très très longues années, mais finalement ça a été, je vois que quelqu'un qui pourra peut-être nous aider sur la question, et finalement dans le projet du musée d'Orsay, il a fallu redéployer les collections qui étaient entassées donc au palais de Tokyo, et le 19e est parti à Orsay, et finalement qu'est-ce qu'on fait du 20e historique, et on fait le musée national d'art moderne. Et donc les époux Pompidou, c'est vrai, dans ces années-là, mais encore une fois, c'est une supposition, ont vraiment poussé pour mettre en valeur toute cette période, et peut-être que ça a aussi eu un impact, mais je ne l'écrirai pas, je ne suis pas sûre. Merci beaucoup pour votre présentation que je trouve vraiment passionnante. On sent bien que les images nous influencent, c'est bien leur objectif, elles nous manipulent sans doute. Je me demandais à l'occasion du document là, sur le 5e plan que vous présentiez, quelle était la volonté de l'État en fait, à travers le choix de ces photographies. C'était certainement de faire passer une image du progrès à la population, ça on s'en doute, mais comment les gens en fait recevaient ces photos-là, parce que certaines d'entre elles sont quasi angoissantes quand on les regarde, elles sont froides, elles sont technologiques, et peut-être que ce futur-là faisait peur aux lecteurs ou aux spectateurs qui regardaient la photo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, c'est une excellente question parce que en préparant ces tables rondes, on disait on va aborder la question de la production, la question de la diffusion, et normalement ça c'est les historiens de l'art qui font toujours le troisième acte, la réception. Et là, on n'a aucun outil en fait. Là, ce serait peut-être un travail de sociologue, je ne sais pas, c'est comment a été perçu. Et là, c'est un chantier effectivement à ouvrir. La photographie, ça, on rejoint la question des éditions illustrées. Les livres illustrés, on en a tous, c'est la fin du 19e, c'est en lien avec l'essor des procédés d'impression. Aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal d'avoir une image à côté d'un texte. Ça a été acquis de haute lutte pendant le 19e siècle. Et les éditeurs, dès que c'était permis, ont compris que l'image faisait vendre. L'image séduit. L'image fait vendre. Si vous avez que du texte, c'est destiné à du grand public. Je ne suis pas sûre que dans ces années-là, effectivement, du texte uniquement suffirait. Hein. Vraiment, on sent le facteur séduction. Après, c'est la question de l'éducation à l'image. Et là, je reviens l'année prochaine. Et parce qu'il s'est mis en place des très beaux outils, c'est toute l'éducation à l'image. Moi, je suis intervenue effectivement auprès de communicants politiques, puisque je m'intéresse à ce glissement de la propagande à l'information dite neutre de la documentation française, à l'heure actuelle, à la communication publique. Et je suis intervenue auprès d'eux, et la première des réflexions, la première des suggestions que je leur ai dit, voilà, vous êtes formés à l'écrit, mais vous n'êtes pas formés à l'image. D'où cet inconfort que vous avez à l'image. Et aujourd'hui, on échange beaucoup plus par l'image que par l'écrit. Et la période de transition, finalement, elle est là. De la documentation française. Vous avez dit aussi au départ que c'était dans les services de l'État au plus haut niveau qu'elle était censée être utilisée. Alors moi, ma question, c'est qu'en ont fait les politiques de ces images? Est-ce que ça leur a apporté quelque chose pour améliorer les conditions sociales des gens qu'on voyait au boulot dans des conditions très dures, ou est-ce que ça les a laissés froids et indifférents? Question extrêmement difficile parce que là, effectivement, il faudrait reprendre une enquête à caractère sociologique avec un échantillon d'hommes politiques, de différentes tendances et autres. Donc, il n'y aura pas de réponse scientifique à votre question. L'image seule n'existe pas finalement. C'est toujours accompagné d'un texte, c'est toujours contextualisé dans une diffusion, dans un environnement et autres. C'est ça qu'il faut voir. Une image, on peut dire tout et son contraire. Magnum 47, c'était clairement parce que ils voulaient lutter contre la réinterprétation de leurs images, mais c'est surtout en raison de la légende. C'est pas tellement le cadrage, c'est surtout en raison de la légende. Vous dire que est-ce que l'image a un impact mesurable, quantifiable sur l'évolution de la société? Alors je ferai un raisonnement par l'absurde. Je dirais, écoutez, imaginons une société sans images. Vous n'avez plus de presse illustrée, vous n'avez plus de livres illustrés et autres. Bon, alors je me dis, voilà, mais c'est vraiment un raisonnement par l'absurde comme font les mathématiciens. C'est-à-dire qu'il y a un impact. Est-il suffisant? Non, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Et quant à l'usage des politiques, il faut leur poser la question. J'ai une question au fond, là-bas. Oui, je vous en prie. Alors dans la dernière image, oui, alors je répète la question pour des questions d'enregistrement. Pourquoi le choix de cette dernière image alors que nous sommes dans une thématique qui doit illustrer effectivement le travail, enfin la documentation française et le travail, les Français au travail de 1945 à 1980. Je peux donner un tout début de réponse. C'est parce que finalement, Madame Morisseau l'a souligné en introduction, c'est que au-delà de l'utilisation de l'image comme
illustration d'une thématique. C'est généralement l'habitude que l'on a, hein, l'image comme illustration. C'est finalement d'interroger l'image comme objet, objet d'étude, hein, objet comme tremplin de problématiques à caractère social et sociétal, hein, pour mêler le politique au social. Et là, chez Arnoux, c'est très intéressant parce que finalement, vous êtes face à une... Alors, c'est l'autre. Alors? Ah, la couverture ici. Ah oui. Je peux l'expliquer, oui. Je peux expliquer cette couverture justement. Alors, si vous voulez feuilleter le livre, n'hésitez pas à le consulter. C'est effectivement là, comme ça, c'est pas forcément très lisible, mais il y a un article, on la retrouve dans un article de Patrick Fridanson, qui est grand historien de l'automobile sur Renault, justement. Et en fait, il s'agit d'une œuvre de Félix Delmarle, qui a été un artiste sollicité justement par Renault pour colorer l'usine, mais aussi colorer la cité ouvrière autour de l'usine de Flins lorsqu'elle a été construite. Donc une usine moderne qui se voulait beaucoup plus lumineuse, où justement, par rapport à votre question, il y avait eu un souci de la part de la direction de Renault et des architectes qui ont été convoqués, notamment Bernard Zerfus, qui a été l'architecte de la Défense, un architecte très important, de faire une usine éclairée, aérée, où les conditions de travail soient justement meilleures que dans l'usine étriquée de Billancourt. Et donc il y avait ce souci de penser aussi l'usine dans la cité en sollicitant des artistes. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça a débouché sur des choses très, très révolutionnaires. Et donc voilà, ça a été le choix après, pour faire une couverture de livre, il faut trouver quelque chose qui soit aussi très, très parlant, enfin qui attire le regard. Mais pour nous, co-directeurs de cet ouvrage, ça permettait effectivement de faire le lien aussi entre plusieurs articles. Mais dans cet ouvrage, le livre s'arrête justement avant pour nous, il y a une rupture à 70. Donc ça va, en gros, la période couverte, c'est jusqu'aux années 68. Donc après, il y a une autre histoire de rapport à l'art avec les artistes, c'est autre chose. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais et il y a à fond Félix Delmarle au musée de Grenoble, qui est considérable. Donc c'est quelqu'un qui a aussi travaillé avec les architectes. C'était aussi une époque où justement l'architecture, les artistes, plasticiens, enfin, essayaient de trouver d'autres formes de collaboration en lien avec certains industriels qui essayaient de déplacer un peu les lignes. Hein, et il y avait aussi cette ambition à l'époque chez Renault. Et effectivement, d'un point de vue purement visuel, donc décontextualisé, on a vraiment cet étirement jusqu'aux limites extrêmes de l'abstraction avec ce dessin finalement extrêmement schématique. Et également une volonté de faire passer, Madame Morisseau et moi-même, nous appartenons à un courant d'histoire qui est l'histoire culturelle, qui est une histoire totale, globalisante, où il n'y a pas de hiérarchie dans les objets. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout objet est objet d'étude. Et la question de la hiérarchie, qui est plutôt le domaine des historiens de l'art, des domaines des musées, avec l'histoire du goût, je décrète que ceci sera plus beau, plus etc. et tout. Ça, c'est quelque chose que nous n'abordons pas du tout de cette manière. Donc également, cette couverture pouvait suggérer l'idée de décloisonnement, d'interdisciplinarité et de circulation. Effectivement, ça n'existe pas comme un électron libre placé de manière isolée, ce qu'a tendance à faire peut-être les professionnels des beaux-arts, mais tout ça est extrêmement lié, très 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 complexe. Peut-être, merci, un complément sur l'autre image de la couverture pour les Français au travail, qui, sans l'avoir voulu, puisqu'on ne s'est pas forcément concerté, ont une forme de résonance formelle et graphique et presque abstraite. Donc cette image, elle a été faite par Pierre Belzot, qui est un photographe français qui appartient aussi au courant dit humaniste. Elle est particulière parce que c'est une photographie inversée. C'est-à-dire du point de vue technique, c'est comme si vous regardiez finalement un négatif.
Alors elle est légèrement recadrée par rapport à la photographie d'origine. Donc c'est un choix collégial qui s'est mené bien sûr à l'ECPAD pour tous les projets de valorisation. Elle a retenu l'intérêt aussi parce que elle donne une vision à la fois abstraite et synthétique, en donnant au cœur de l'échafaudage ce travail. Et elle porte en elle aussi un côté symbolique, une projection esthétique. Et c'était aussi, sans le savoir, au départ de la constitution du corpus qui constitue cette exposition. Je l'ai rappelé très succinctement au début, quand vous entrez dans le fond de la documentation française, vous n'avez pas tout cet appareil critique qui vous a été présenté aujourd'hui. Vous avez 3 armoires en fer blanc, vous avez des rangées de classeurs avec des étiquettes, et forcément, en balayant toutes ces rubriques, le terme de photosymbole a énormément retenu mon attention. Et il se trouve que cette image appartient à ce corpus des photosymboles, et la plupart des images qui sont issues de la démonstration de la 3e partie, qu'a pu analyser Véronique Figini, où on va pousser à l'extrême le motif, pour nous ont été une clé de lecture formidable, puisqu'en fait, ça venait légitimer donc à la fois les travaux de recherche de Madame Figini sur est-ce qu'il y a une ambition artistique de la documentation française, en quoi la documentation française est aussi une forme de soutien à la création. Et je pense que le classement documentaire nous apporte ici une réponse. Et donc c'était intéressant. Je ne sais pas si tu veux compléter, Véronique, sur ce point de vue. Oui, cette image est très très intéressante parce qu'elle souligne aussi finalement la valeur esthétique du négatif. Et ça c'est propre, c'est constitutif aussi de la photographie depuis William Henry Fox Talbot. Nous sommes dans les années 1840, nous avons une esthétique du négatif dès la naissance de la photographie. Et cette image, vous voyez, qui donc qualifiée de document finalement, eh bien recoupe à elle seule les questions d'esthétique du négatif qui sont propres à la photographie, puisque c'est vrai qu'en peinture, on a quelques peintures noir et blanc, Guernica et autres, mais très rarement. Mais en négatif, on n'a pas de peinture négative, si vous voulez. C'est vraiment pour démontrer que derrière l'image photographique qui apparaît toujours extrêmement simple, parce que tout le monde a une caméra obscura dans sa poche avec laquelle généralement on téléphone, ou on passe des messages et autres, et bien finalement cette simplicité de la pratique se confond avec généralement une simplicité du résultat. C'est beaucoup plus. La photographie est certainement le médium le plus complexe. Une des raisons, c'est qu'elle est partout. Elle est partout. Roland Bourigeaud, qui a été le grand président après la Seconde Guerre mondiale de la Fédération française des sociétés amateurs, qui est une puissance également économique, disait cette phrase tout à fait intéressante. Elle disait « La photographie est partout, donc sa place est nulle part ». Et tout ça, c'est objet de débat, mais c'est parce qu'elle est partout qu'elle est formidablement intéressante. S'il n'y a pas de questions, est-ce que je peux revenir sur quelques images ? On a fait une approche par la couleur, une approche par le graphisme, et ça rejoint votre question, monsieur, concernant la froideur. Alors, on repart dans le métro. Alors, on est à Blois, nous repartons dans le métro. Voilà. Marc Ribot, c'est des formations parisiennes, je suis désolée. Voilà. Ça, c'est très intéressant. C'est la lumière. C'est tout ce travail de la lumière. Et là, vous êtes... c'est dramatique. Il y a une dramaturgie qui est donnée par quoi ? Par la lumière. Et ça, c'est des considérations techniques, parce qu'on peut faire une approche technique. Vous êtes dans des conditions techniques de prise de vue absolument terrifiantes. Parce que vous êtes en 1960... Alors aujourd'hui, vous descendez dans le métro avec les smartphones et autres, on peut faire des images de qualité. Depuis le 19e siècle, de toute façon, les fabricants n'ont eu de cesse que de simplifier la pratique photographique
Pourquoi? Pour la rendre moins chère. Et pourquoi? Parce qu'il fallait un maximum de personnes qui utilisent cette pratique photographique. Les fabricants de photographies, quels qu'ils soient, ne fonctionnent pas avec la photographie professionnelle, mais fonctionnent avec vous. Alors, pardon s'il y a des professionnels dans la salle, mais avec la photographie d'amateur. C'est ce qui fait vivre la photographie. Marc Ribot, là, c'est parce que c'est Marc Ribot qui est dans le métro et qui déclenche. Hein. Donc, et cette lumière, ces halos lumineux qui sont normalement un défaut technique. Hein. Si un étudiant qui nous fait ça, on dit non, défaut technique, c'est pas bon. Eh bien, ce défaut technique, des photographes comme Robert Frank, vous connaissez très certainement, en ont fait finalement un motif esthétique à part entière. Hein, ça c'est à peu près dans cette même période. Mais ici, on est dans un ajout dramatique. Et c'est froid, bah oui, effectivement. Mais comment suggérer justement cette froideur? Et c'est l'éclairage, la lumière. Et on peut passer alors à la photographie institutionnelle. Rien de froid dans la photographie institutionnelle. On peut venir à la photographie très récente de la RATP, là. Alors là, c'est beaucoup plus aseptisé. Hein, c'est 3 personnes. J'ai voulu que tu commentes ma photo. Alors laquelle? Là, on est sur des couleurs chaudes. Là, on reconnaît la sociologue du travail, mais également la qualité compassionnelle. C'est-à-dire, on est quand même sur des couleurs chaudes. On est un travail en couleur, noir et blanc, couleur déjà. Hein. Donc, et là, effectivement, on a de l'orange, on a du rouge, le bleu, couleur froide. Bon, c'est le pantalon, et on a cet éclat. Et bravo, je le dis. Alors là, devant public, c'est enregistré pour la qualité de composition. Mais là, on a une certaine compassion. Et ça, c'est l'auteur, parce que, oui, c'est l'auteur qui transparaît, que dans toutes vos photos, je peux les regarder et je verrai également vos centres d'intérêt. On n'est pas sur une photographie scientifique, objective, vraiment complètement dénuée de sentiments et d'émotions. Et la couleur, en plus, vous avez tout à fait raison. Alors, passons à la... Oui. Parce que, voilà, pour donner mon interprétation. Donc, moi, j'ai un appareil photo, je ne sais même pas la marque, c'est un bon appareil, mais justement que j'avais pris pour faire des photos dans le cadre de ce terrain-là. Mais pour moi, je me sers de l'appareil photo comme une sorte de carnet de notes. C'est-à-dire que quand je fais des photos, c'est justement pour saisir des gestes, c'est pour essayer de garder une mémoire quand les choses vont trop vite. Et en plus, comme j'étudie le chantier du prolongement du métro, à chaque fois je reviens sur les lieux, c'est plus la même chose. Donc c'est pour garder aussi la mémoire des travaux qui sont faits. Mais quand je fais ça dans l'urgence, c'est-à-dire que j'ai pris 4 photos, j'ai appuyé clic, 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 et puis par chance, il y en a une qui effectivement elle dégage un truc, mais quand je fais des photos, je n'ai pas du tout l'intention d'avoir un regard compassionnel, parce que quand je fais de la sociologie, je ne suis pas compassionnelle, hein. Je suis froide. J'essaye mettre à plat les choses, de mettre mes affects derrière moi, etc. Alors peut-être qu'après, chasser le naturel, il revient au galop, et c'est mon ouvriérisme profondément enfoui qui ressort, alors j'essaye de le mettre sous la coupe, mais c'est voilà. Alors j'étais très fière de moi quand j'ai vu le résultat, mais pour moi, c'est assez hasardeux. C'est-à-dire que j'ai appuyé au bon moment. C'était effectivement, ce sont des opérations absolument fascinantes parce que c'est le feu d'artifice, donc c'est très beau. Et ce qui était fascinant et ce que ne rend pas la photo, c'est la rapidité, l'urgence de ce travail collectif où tout est coordonné, où chacun sait exactement ce qu'il a à faire, sait où se placer, comment, pour faire travailler vite et bien, parce que les enjeux aussi de sécurité sont très importants. Hein. Voilà, donc ça c'était mon témoignage à moi de retour de... Voilà, par contre, ils ont enlevé leur casque c'était pour parce qu'il faisait trop chaud et parce que justement, mais ça c'est un classique, pour être à l'aise sur ces opérations très délicates, pour pas être gêné, il y a un moment, il faut que le corps soit bien. Mais ils ont leurs chaussures de sécurité et ils ont leur brassard.
leur gilet fluorescent. Fluorescent. Ah, c'est vrai que c'est pas une photographie, vous l'avez très bien souligné, institutionnelle, parce que ça ne passerait pas. Moi, ce qui me frappe dans cette photographie aussi et qui m'intéresse, nous arrivons toujours avec notre bagage culturel, notre éducation, et l'air de rien, il y a un rendu pictural pour moi. Ce qui croise, il y a un rendu pictural. On est dans le domaine du pictural et on est plus proche, effectivement, dans des touches de couleurs et peut-être dans un tableau, photographique. Et ça, quelle que soit la personne qui déclenche, on ne peut pas faire abstraction, sauf des très grands professionnels, en se disant, effectivement, mon client m'a commandé ça, donc je dois répondre à ce client. Mais là, c'était dans l'urgence, dans les conditions de nuit et autres, et cette photographie est également intéressante pour ses qualités picturales. Ça c'est clair. Et alors je voudrais revenir sur la... Voilà. Alors ça c'est extraordinaire parce que rien de violent. Là, Robert Doisneau appelait ça des couleurs coiffeurs. Et notamment c'était lorsqu'il travaillait pour la Datar avec les immeubles, et notamment les immeubles de Nanterre avec les couleurs pastel. C'était des couleurs... et là la moquette, tout en rondeur, on est dans une atmosphère très, très bonbon, finalement très couleur un peu... Exactement, moi ça me fait penser... voilà. Et là, par contre, on est dans l'institutionnel, et là on a les codes couleurs. Ça, c'est une image qui, l'air de rien, est extrêmement travaillée, avec le point de vue, vous voyez, où on voit bien une très bonne qualité de ce qu'on appelle de profondeur de champ, c'est-à-dire que c'est net du premier plan à l'arrière-plan, puis ça suggère comme ça la grande longueur. Je suis très intéressée à voir combien de mètres ça fait en réalité, quoi. Parce que ça doit être long, mais... En fait, là, on ne voit pas tout parce qu'il y a juste là devant, il y a encore des tableaux et des bureaux pour les actions liées à la maintenance. Mais ce que je voulais dire, alors je n'ai pas tous les détails, mais je sais que la RATP a été très soucieuse de prendre en compte aussi les retours des salariés. Donc ça s'est vraiment fait dans une coopération, y compris dans le choix dans ce qu'ils appellent le TCO, qui est le grand panoptique qui au départ a priori, parce que moi j'ai été frappée de voir que dans les usines pétrochimiques justement les TCO avaient été enlevés, donc je dis mais pourquoi c'est toujours là? En fait justement ils voulaient garder une vue panoptique alors qu'en fait sur leurs écrans de contrôle, sur leur ordinateur c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, donc ils auraient pu garder juste les écrans d'ordinateur où ils peuvent faire pas mal de manipulations, mais ils avaient besoin pour eux pour compléter de ça, donc le personnel a été très impliqué finalement dans le travail ergonomique lié à cette salle de PCC qui est un peu aussi un fleuron de la modernité de la RATP. Et vous voyez bien aussi que, alors c'est pas à la lecture première, on la voit pas, mais c'est des lectures secondaires. On a également dans la forme, ça suggère les rails. Vous avez effectivement ces écrans, vous avez ce premier pupitre, ce second pupitre, et pour moi, ça me fait penser, mais ça c'est la question du subconscient et de l'inconscient, enfin de subconscient, pardonnez-moi, et ça fait penser au rail, au rail de métro. C'est inévitable parce qu'en fait, sur le TCO, le tableau noir, en fait, c'est la représentation de la ligne de métro. Donc en fait, en suivant les clignotants, on sait exactement où sont les rames, qu'est-ce qui se passe. Et il y a tout un jeu absolument fascinant à voir, c'est-à-dire que si un jour vous avez l'occasion de visiter, allez-y, c'est qu'ils ont des signes, donc des informations, des chiffres, des clignotants, etc. Et puis au-dessus, il y a les caméras. C'est les caméras qui sont sur les stations. Et en fait, la régulation va se faire par un va-et-vient entre ce qui se passe sur leur écran, ce qui se passe sur au niveau des usagers, sachant que l'enjeu, c'est d'arriver à avoir une fluidité technique, mais aussi une fluidité sociale, c'est-à-dire qu'il faut que les passants, les usagers du métro, ne soient pas des obstacles pour le métro. Donc il y a tout un enjeu aussi de communication
qui se fait, et là aussi ils réfléchissent énormément là-dessus, pour qu'il n'y ait pas de message agressif, pour que ce soit rassurant, pour éviter que les gens appuient sur le signal d'alarme, parce que là ça casse tout, il ne faut surtout pas que... Et donc c'est ça qui est intéressant, arriver à réguler les différents niveaux, et donc ils ont mis en place des spécialistes de communication il y a relativement peu de temps, alors qu'avant c'était aussi ceux qui pilotaient le métro qui envoyaient des messages, mais ils se sont rendus compte parfois il y avait des petits hiatus, donc ils ont réagencé les choses pour assurer cette fluidité qui s'appuie sur plusieurs niveaux d'observation et objets d'observation. Et c'est vrai que quand on voit ça, on a le métro qui rentre dans la salle, et puis tous ces clignotants et tout ce panoptique, et en même temps on comprend assez bien, parce que finalement, bon, il y a un côté train électrique, et là on voit que cette fameuse ligne automatique, et bien derrière il y a des opérateurs humains extrêmement formés, extrêmement vigilants, extrêmement pointus, qui communiquent énormément entre eux, qui vont justement essayer de superviser l'ensemble, comme on superviserait le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Voilà, pour moi, j'ai pas changé d'univers radicalement. Après avoir étudié le fonctionnement d'une centrale nucléaire, je suis allée voir comment fonctionnait le métro, et il n'y a pas eu de rupture fondamentale dans l'univers cognitif et l'univers de travail. C'est ça qui est intéressant. Y compris dans le vocabulaire, à la RATP, on va parler d'accidents majeurs. C'est un terme qu'on utilise dans le nucléaire. Alors ça ne renvoie pas du tout aux mêmes situations. C'est évidemment beaucoup moins grave que dans le nucléaire, mais on a cet enjeu de sécurité qui va structurer énormément l'organisation du travail, la manière dont on va penser les connotations de travail, la formation aussi des travailleurs qui doivent être formés aussi, comme tout est de plus en plus automatique, eh bien, il faut aussi former sur simulation, parce que s'il n'y a pas de panne, eh bien, on ne peut pas apprendre. Donc là aussi, c'est que devient le travail quand les usines fonctionnent toutes seules ou quand les centres automatiques fonctionnent toutes seules, et on va vers de plus en plus d'automation, y compris sur ces lignes-là, qui aujourd'hui, s'il y a des travaux, si vous prenez la ligne 14 et si de temps en temps vous voyez que ça ne marche pas, c'est qu'ils modernisent le système automatique d'exploitation pour le rendre encore plus automatique, plus fiable, sur aussi un trajet qui va être rallongé avec les prolongements nord et sud. Voilà, tout ça va ensemble. Oui, et pour terminer très brièvement, je vois que l'heure tourne. Vous voyez, dans cette image, ce qui est intéressant, c'est qu'au premier plan, ça c'est le service de communication, ça ne m'étonne pas du tout. Au premier plan, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez les logos. Ça, c'est très important, parce que le placement du photographe, le photographe aurait très bien pu se placer derrière les pupitres, mais c'était beaucoup moins intéressant. Avec une focale adaptée, il aurait eu tout cet ensemble. Donc, derrière cette photographie comme ça qui paraît très légère, c'est pas du tout anodin. Il y a beaucoup d'impact, et notamment d'impact inconscient. Finalement, c'est une forme d'image synthèse. Oui. Écoutez, je ne sais pas s'il reste encore des questions, mais je voulais vraiment remercier les intervenantes pour ce parcours. Remercier à nouveau donc, le Conseil départemental de Loir-et-Cher pour leur accueil et leur parrainage. Et puis vous souhaiter à toutes et tous un très beau festival. Merci.